Donc, effectivement, je vais vous faire un petit exposé rapide sur le risque écologique pour un poisson estuarien soumis à la contamination chimique de l'estuaire et au changement climatique. Donc, nous avons fait un focus en fait sur la biologie des poissons adultes, des flets adultes, dans le cadre du projet HQ Fish que nous avons animé avec Rachid Amara. Alors, donc il y a eu de nombreux intervenants dans ce projet, une quinzaine de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. Alors, je ne vais pas lister les différentes équipes, il y a 9 équipes. Par contre, vous observez ici qu'effectivement, il y a différentes spécialités qui sont impliquées, biologie des populations, biologie de la reproduction, analyse chimique, biomarqueurs et enfin intégration des données. Alors, petite présentation rapide déjà du secteur d'études en fait. Vous observez ici évidemment un secteur que on commence tous à connaître assez bien, qui est bien sûr la Manche Est. Et puis ici, vous voyez très bien qu'on a fait un focus en fait sur deux estuaires, l'estuaire de Seine bien sûr, qui présente une contamination chimique considérée comme assez lourde, et l'estuaire de Canche qui présente une contamination chimique nettement plus modérée. Alors, un élément important quand même au niveau de la situation de ce secteur en hiver, vous le savez tous bien sûr que les débits de la Seine sont maximales, plutôt en hiver bien sûr. Les vents à cette période sont majoritairement, j'ai perdu ma souris, non c'est bon. Les vents sont majoritairement orientés du secteur sud-ouest, ce qui fait qu'on a souvent un flux de polluants en fait de la Seine qui dérive principalement vers le nord-est. Et c'est ce qu'on appelle en fait le phénomène hydrologique du fleuve côtier, là, qui a été relativement bien étudié il y a quelques années. Alors, ce fleuve côtier peut entraîner avec lui évidemment un flux de polluants, notamment de polluants métalliques entre autres. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes. Je présente maintenant rapidement le modèle biologique Leflay. C'est considéré comme une espèce sentinelle de la qualité des milieux estuariens en Europe. Alors, dans la partie, embouchure, on observe surtout des subadultes et des adultes, d'accord. Dans le passé, on a observé une certaine tolérance au stress chimique de ces individus, avec notamment de faibles niveaux de génotoxicité. Mais effectivement, cette tolérance au stress chimique est associée aussi à un coût physiologique qui, lui, est fort, et notamment une réduction de fécondité, de croissance. Pour ce qui concerne les poissons juvéniles, qui eux sont plus intra-estuariens, qui peuvent être beaucoup plus en amont dans le système, eh bien, on a observé un certain nombre d'altérations de l'apoptose, la mort cellulaire programmée, du métabolisme énergétique, bref, de différentes fonctions en fait, et notamment également une diminution des réserves énergétiques. Ceci évidemment dans le cadre de la Seine. Alors, ce qui fait que globalement, en fait, on a, je pense, un modèle d'intérêt majeur pour analyser la réponse du poisson au multistress et également, non seulement en Seine, mais à l'échelle de l'Europe. Alors, sur ce modèle biologique, en fait, il faut rappeler quand même une petite chose, c'est une espèce à affinité boréale, c'est-à-dire que c'est un poisson qui a affinité pour les eaux tempérées, voire froides, en fait, et c'est un poisson qui se reproduit, en fait, en hiver. Alors, ça a conditionné un petit peu notre échantillonnage. Ici, je vous ai présenté ce qu'on appelle un indice gonadosomatique, c'est simplement le rapport du poids des ovaires sur le poids corporel. Et vous voyez ici l'évolution saisonnière, annuelle en fait, de cet indice gonadosomatique. En clair, plus les ovaires sont volumineux, évidemment relativement au poids corporel, plus l'animal va être en maturité maximale des ovaires, il va perdre de l'ovaire très rapidement, en fait, ça va correspondre au pic de ponte, et puis progressivement, on va se mettre en période de repos sexuel. Alors vous remarquez que chez ce poisson, les ovaires peuvent être de taille très volumineuse, il y a un investissement dans l'effort de reproduction qui est extrêmement fort. Alors, notre échantillonnage ici, en fait, il a consisté à échantillonner des individus en janvier 2018, en période de maturité en théorie maximale du poisson, et en période de juillet 2018, c'est moi, il y a une erreur, qui correspond effectivement à une période de repos sexuel. Voilà donc nos deux échantillonnages. Alors, présenter un petit peu rapidement le modèle biologique, je dis un mot quand même sur évidemment quelque chose qui nous a particulièrement intéressés, c'est le réchauffement des eaux estuariennes en hiver. Ceci va avoir un impact, on va le voir dans quelques minutes, sur la biologie de la reproduction du flets. Alors, ici, on a observé les moyennes mensuelles de la température atmosphérique minimale de la journée sur une période longue de 2000 à 2020.
en faisant un focus sur les mois d'hiver, hein, c'est-à-dire décembre-janvier. Alors, ce qu'on remarque particulièrement, on va s'intéresser au Havre pour gagner un peu de temps, c'est que on observe une augmentation significative de la température de l'air au Havre en hiver, particulièrement de 2012 jusqu'à nos jours. Alors, c'est un indicateur, un proxy d'une augmentation, bien sûr, également de la température des eaux, en fait, de la Seine. On confirme ainsi, si vous voulez, le réchauffement climatique qui a été observé en Manche des années 70 à 2010, en fait. Alors, parallèlement à ça, effectivement, on s'est dit, tiens, on va comparer les indices gonadosomatiques du fleix échantillonné en janvier 2018 par rapport au fleix échantillonné historiquement lors d'hivers beaucoup plus frais, on va dire. Alors, en 2018, vous voyez que l'indice gonadosomatique est de 11%. Donc, 11% du poids des gonades relativement au poids du corps. Alors qu'en janvier 2003, on avait une valeur qui était quasiment le double, puisqu'on obtenait une valeur de 18%. Ça veut dire que clairement, en fait, eh bien, l'animal a moins investi dans la formation de ses gonades. Parallèlement à ça, on a réalisé donc une analyse histologique des ovaires, en fait. On s'est aperçu que la vitellogénèse, c'est-à-dire la capacité qu'a le poisson à acquérir du vitellus au sein de ses œufs, était peu avancée, en fait, en 2018 versus en 2003, versus donc un passé plus frais ou plus froid. Notre conclusion, elle a été assez évidente, c'est que la maturation sexuelle et la ponte du fleix est probablement retardée en Manche suite aux effets du réchauffement climatique. Alors, si on s'intéresse maintenant à la contamination chimique dans le fleix en Seine et en Canche, je vais faire évidemment une analyse globale, hein, bien sûr, des tendances. Ici, je me suis intéressé à des polluants organiques persistants tels que les PCB dans le foie, un certain nombre de métaux également dosés dans le foie et le métabolite du pyrène, l'hydroxypyrène, dosé dans la bile donc du fleix. Alors, globalement, j'ai comparé ici la situation Seine versus Canche à 2 saisons, hiver-été, d'accord, pour les 2 systèmes. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire de cet ensemble de tendances, en fait? Eh bien, la contamination globale dans le foie pour PCB et métaux est toujours significativement plus élevée en Seine versus en Canche. On remarque en Canche quand même une contamination métallique non négligeable en hiver, hein, qui pourrait être liée, d'ailleurs c'est une hypothèse, pourquoi pas aux apports possibles du fameux fleuve côtier dont on a évoqué la présence précédemment. Si on s'intéresse maintenant, alors on peut rajouter peut-être quelque chose quand même, c'est qu'au niveau général, le métabolite du pyrène est surtout présent dans la bile, particulièrement en Seine et en hiver. Ça, c'est, je dirais, les tendances globales. Maintenant, si on s'intéresse plus à ce qui se passe en intra-Seine, eh bien, on voit que effectivement, il reste des niveaux de contamination au PCB très forts, hein, dans les flets de Seine, qui sont probablement l'héritage, évidemment, d'une contamination industrielle historique, donc qui est bien connue. On observe une certaine tendance à la réduction, en fait, des PCB de l'hiver à l'été, en fait, qui est probablement liée à une décontamination possible, hein, du poisson lors de sa phase de reproduction. Autre paramètre étudié chez le poisson, ce sont des indices, des indicateurs d'état de santé, si vous voulez, la croissance du poisson, les indices de condition, correspond à l'état d'embonpoint du poisson, l'état des réserves lipidiques chez le poisson. Alors, dans un premier temps, on a prélevé au niveau de l'oreille interne du poisson, effectivement, ce qu'on appelle des otolithes, hein, donc ces concrétions calcaires qui permettent d'estimer de façon relativement aisée, hein, le taux de croissance du poisson. Ici, vous avez une zone claire qui correspond à une zone de croissance active estivale, une zone grise qui correspond à une zone peu active de croissance hivernale. Donc, il est assez simple, par analyse d'otolithes, d'estimer le taux de croissance du poisson. On l'a estimé pour un âge de 8 mois à 20 mois, pardon, à 9 cm par an, en Seine comme en Canche. C'est une croissance relativement faible qui est observée classiquement dans les grands estuaires contaminés en France, hein, que ce soit la Seine, mais bien sûr la Loire aussi et la Gironde. Alors, il faut noter que dans les petits estuaires peu contaminés, la croissance du fleix peut atteindre 14 cm par an, c'est-à-dire quand même un différentiel de croissance assez important. Si on regarde les indices de conditions,
un état d'embonpoint du poisson, c'est simplement le poids corporel divisé par la longueur au cube, on a des valeurs qui sont proches de 1, qui sont très proches finalement en sène et en canche. Alors en clair, sur ces premiers indicateurs, le taux de croissance, l'indice de condition, ces indicateurs globaux de santé sont finalement, somme toute, peu différents entre sène et canche. Par contre, on a observé un résultat qui nous a un petit peu surpris, des réserves musculaires lipidiques plus élevées en sène versus canche. Alors, il y a deux hypothèses qui ne sont pas du tout, qui ne sont pas forcément incompatibles. D'abord, il est fort possible que la dérégulation du métabolisme des lipides en milieu pollué soit vraiment effective en sène, qui est un élément de réflexion que l'on commence à observer de plus en plus dans les grands estuaires pollués en Europe et ailleurs. Et il est possible aussi, pourquoi pas, qu'il y ait une meilleure disponibilité en nourriture en sène versus en canche. Donc les deux hypothèses, encore une fois, ne peuvent être tout à fait compatibles. Maintenant, si on regarde un petit peu l'intégration des biomarqueurs mesurés sur le flait, il est clair qu'on ne va pas pouvoir détailler, bien sûr, la succession de biomarqueurs. J'en ai représenté ici un certain nombre. Il y en a d'autres. On a fait un choix. Neurotoxicité sur le cerveau, détoxification sur le foie, etc. Dommages cellulaires de type peroxydation lipidique sur les branchies, etc., etc. On a donc utilisé la représentation en radar, là. Alors, vous voyez donc ces différents biomarqueurs qui sont ici disposés pour la canche en été, la canche en hiver, la sène en été, la sène en hiver. Alors, le principe de base est assez simple. Plus le biomarqueur est activé, plus le vecteur a tendance à se déplacer en direction de son biomarqueur. Donc, en clair, plus les surfaces ici sont importantes, plus ça veut dire que les biomarqueurs sont activés. Alors, de façon simple, si on quantifie les surfaces dans chaque estuaire et à chaque saison, on obtient ce diagramme. On obtient ce qu'on appelle un IBR, Integrated Biomarker Response. C'est un indice tout simplement qui va intégrer les réponses des biomarqueurs de stress qui ont été ici identifiés. Et vous voyez clairement que les valeurs de la sène, en hiver comme en été, sont supérieures, significativement supérieures à celles de la canche. Donc ça veut dire que, bien sûr, on confirme que le stress chimique sur les flets adultes est plus soutenu en sène versus qu'en canche, quelle que soit bien sûr la saison considérée. Alors, un autre élément d'information, on s'est intéressé à la variabilité génétique de la population de flets de Seine. Alors non seulement dans la Seine, mais bien sûr dans d'autres estuaires de la façade atlantique. Alors ici, on s'est intéressé à des marqueurs neutres de type microsatellite. Ce sont des marqueurs qui ne subissent pas de pression de sélection, en fait. Alors, on a identifié un certain nombre de groupes phylogénétiques. Vous avez un groupe donc d'estuaires là qui sont relativement proches génétiquement, par exemple au niveau de la péninsule ibérique. Vous avez un autre groupe ici qui correspond à un groupe, on va dire Golfe de Gascogne, un groupe qu'on va qualifier de Manche Est, mer du Nord, et un groupe qualifié de mer Baltique. Bon, ça c'est donc pour positionner globalement la structure génétique des populations à l'échelle de l'Europe. Et maintenant, pour toutes ces populations-là, on a calculé un indice de diversité génétique qu'on appelle diversité allélique. Il n'est pas nécessaire de rentrer dans les détails. Ça illustre simplement la diversité génétique globale de la population. Alors, la population de Seine, elle est ici représentée en 2005 et 2013 par cette ellipse verte. Globalement, la diversité génétique de la Seine est tout à fait conforme à la diversité génétique des populations européennes. Donc, pour nous, il n'y a pas eu de goulot d'étranglement démographique récent en Seine, c'est-à-dire pas de déclin démographique récent en Seine, pour la population donc de Flay. Alors, si on s'intéresse maintenant à un autre type de marqueur génétique, cette fois-ci, il s'agit d'un gène candidat. Je ne rentre pas dans les détails, son petit nom, bon, c'est GDS. Ce gène est impliqué très directement, en fait, dans la réponse au stress chimique. Donc, on a travaillé sur la variabilité génétique associée donc à ce gène candidat. Et voyez que là, la structure des populations est très différente. La Seine se retrouve regroupée avec d'autres populations parmi les plus exposées à la pollution de notre jeu de données, donc une population notamment en Hollande et en Pologne. Donc, ce qui démontre très probablement une forme d'adaptation locale de la population de Seine, comme à ces autres populations, à la pollution chimique.
Enfin, pour terminer, un état de santé global. Alors, un état de santé déjà actuel de la population de Flay en Seine, et puis est-ce qu'on peut émettre des hypothèses sur les capacités d'accueil futures de l'estuaire de Seine pour cette population? Puis on fait le bilan rapide. Sur les flets adultes en Seine versus Canche, qu'est-ce qu'on a observé? Une contamination chimique du flait moins marquée en Seine relativement aux années 2000, mais cette contamination, elle reste très significative. Globalement, on observe un statut physiologique du flait en Seine qui est clairement stressé, en fait. Ça, c'est donc l'aspect, on va dire, impact des polluants chimiques. Si on s'intéresse maintenant plus à l'impact du réchauffement climatique, plus particulièrement ici, le poisson est impacté par des hivers plus doux. Je rappelle que c'est un poisson qui pond en hiver. Donc, on a détecté effectivement clairement un décalage de la maturation sexuelle de cet animal. On soupçonne que un étalement de la période de ponte, et cet étalement de la période de ponte sera très probablement assez préjudiciable au succès reproducteur de cette espèce. Maintenant, si on fait le bilan des deux, n'oublions pas que nos animaux vivent bien sûr en situation de multistress. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette population de Seine? Pas de goulot d'étranglement démographique actuel, récent, on est d'accord. Il y a clairement une adaptation locale au stress chimique, mais cette adaptation, elle présente un coût physiologique. Alors, dans d'autres expériences que je ne peux pas détailler aujourd'hui, on a démontré de façon expérimentale que cette population de Seine présentait une tolérance thermique réduite, d'accord? Tout ceci fait que ce multistress implique très probablement un risque écologique donc de cette population, d'accord? Donc ça, quand je parle de multistress, je parle bien sûr de stress chimique et thermique, et donc il serait probablement très pertinent de suivre dans la décennie qui vient les capacités de résilience de cette population de Seine face à ce multistress. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie pour votre attention. Merci.